Global Math Club, plus qu'un moteur de recherche. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent aujourd'hui pour ce nouveau et deuxième café scientifique du Global Math Club. C'est avec un plaisir que nous allons accueillir Romaric Chete, qui nous rejoint de l'Université de Douala au Cameroun. Romaric a également étudié à l'African Institute of Mathematical Science, en abrégé EMS, et il va nous présenter aujourd'hui son travail de modélisation mathématique de la transmission de la COVID-19 au Cameroun. En utilisant les paramètres constants et variables dans le temps, il nous fera découvrir une analyse approfondie de ce modèle en introduisant un modèle d'intelligence artificielle, le Long Short Term Memory, en abrégé LSTM, pour estimer les paramètres à partir des données journalières. Nous sommes impatients de plonger dans ce sujet d'actualité. Merci encore, Romaric, pour ta présence et pour ta participation, et merci à tous pour votre présence. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Romaric s'il est déjà prêt. Merci Steve Junior, Tato, de m'avoir passé la parole. C'est un privilège et un énorme plaisir pour moi de venir aujourd'hui vous présenter ce travail qui est fait à Master de recherche à l'Université de Douala avant de continuer le parcours à l'Institut africain des sciences et mathématiques. Ce travail est intitulé Modèle d'apprentissage en profondeur pour la prédiction et la prévention du COVID-19 au Cameroun. Voici le plan de notre travail. Nous allons d'abord présenter le contexte, donner une problématique et des objectifs et présenter les outils et méthodes, les résultats et la conclusion. En contexte, nous savons que le COVID-19 a débuté en fin décembre 2019 en Chine et l'épidémie s'est rapidement propagée à travers le monde. Et le COVID-19 a continué sa propagation à travers le monde et nous avons noté que le COVID-19 a fait plus de 650 millions de cas confirmés dans plus de 192 pays avec plus de 6 millions de décès. Maintenant, la modélisation mathématique et le modèle de deep learning peuvent nous aider à comprendre comment le virus se propage au sein d'une population et prédire et prévenir l'évolution de la pandémie au sein d'une population, en particulier celle du Cameroun. En problématique, on se pose la question de savoir comment est-ce que la pensée en profondeur peut nous aider à prédire et à prévenir le COVID-19 dans le contexte camerounais. Et comme objectif général, il s'agit de la prédiction et la prévention du COVID-19 au Cameroun. Et en outil spécifique, nous allons construire et étudier un modèle mathématique qui décrit la dynamique de transmission de la COVID-19. Et nous allons construire également un modèle de la pensée en profondeur pour la prévention et la prédiction du COVID-19 au Cameroun. Et un outil en méthode, comme nous avons dit, nous allons utiliser le deep learning qui provient du machine learning et le machine learning qui provient également de l'intelligence artificielle. Et nous allons passer directement à notre modèle mathématique pour répondre à notre premier outil spécifique qu'on s'est fixé. Vous voyez, nous avons un modèle mathématique qui décrit la dynamique de transmission de COVID-19. La population est subdivisée en 4 compartiments. Nous avons les susceptibles que vous voyez ici. Nous avons les vaccinés que vous voyez ici. Nous avons les infectés que vous voyez ici. Nous avons les guéris. La population des susceptibles est soumise à un ajout qu'on appelle un recrutement qui représente ici en réalité le nombre de nouveaux naissances. Et Rho T représente la proportion de vaccinés à chaque instant T. Et bêta T qui représente ici le taux d'infection à chaque instant T. Donc, taux d'infection, c'est que ceux qui sont susceptibles à infecter. Ici, delta T nous représente le taux de guéris à chaque instant T. Et sigma C nous représente selon taux. Donc, c'est pour représenter en réalité l'immunité non parfaite. Ça signifie qu'une personne qui est guérie peut devenir susceptible à un taux rho. Et alpha représente le taux d'imperfection de la vaccination. Étant donné que la vaccination n'est pas parfaite, une personne vaccinée peut devenir susceptible de contracter la maladie à un taux alpha. Et mu, que vous voyez ici, partout représente ce qu'on appelle la mortalité naturelle. Et D représente ici la mortalité additive due à la maladie, quand une personne qui atteint une maladie comme la COVID-19 a plus de chances de mourir qu'une personne saine. C'est pour ça qu'il y a un taux de mortalité additive D.
Ceci représente notre diagramme compartimental. Nous avons donc directement les équations mathématiques ici qui régissent ce système dynamique avec ces systèmes d'équations différentielles. Et nous avons, par exemple, étudié l'existence de l'unicité en faisant l'analyse mathématique de ce modèle. Nous avons étudié la positivité des trajectoires. Nous avons montré que nos solutions sont bornées d'un ensemble positivement invariant que nous avons trouvé oméga. Nous avons essayé de calculer le point d'équilibre et d'étudier la stabilité, comme par exemple Q0 ici qui représente le point d'équilibre sans maladie. Nous avons étudié la stabilité de ce point d'équilibre Q0 en utilisant la méthode de Van der Dijck et Wanmu en calculant le taux de reposition de base R0 que vous voyez ici, qui représente le nombre de nouveaux cas secondaires qu'un individu infectieux introduit dans une population de susceptibles peut infecter durant sa période d'infection. Et vous êtes à noter quand R0 est inférieur à 1, ça signifie que la maladie va s'éteindre ou ça va disparaître car Q0 qui représente le point d'équilibre sans maladie. Si ce point d'équilibre est instable, ça signifie que la maladie va disparaître. Et si ce point d'équilibre est instable, au cas où R0 est supérieur ou égal à 1, ça signifie que la maladie va persister. Ou encore égal à 1, qualification que nous avons utilisée. Nous sommes arrêtés juste à cette étude simple. Nous, étant donné qu'on s'intéresse également ici à une prédiction, donc ces paramètres qui dépendent du temps, nous allons plus nous attarder sur ces paramètres qui dépendent du temps, car en faisant une estimation ou en faisant une prédiction sur ces paramètres, il serait très facile pour nous de pouvoir prédire différents états en trouvant par exemple le nombre de nouveaux infectés, le nombre de nouveaux vaccinés. Donc, c'est un peu comme une sorte de calibration, même sur le deep learning. Donc, nous avons par exemple, nous avons étudié les équations de différence pour trouver ces différentes expressions des paramètres qui dépendent du temps afin de pouvoir trouver l'estimation de chaque paramètre de façon journalière, c'est-à-dire que la proportion de vaccinés, on est capable de connaître la proportion de vaccinés chaque jour en fonction des données qu'on a, la proportion d'infectés chaque jour, le taux d'infection chaque jour, le taux de guérison chaque jour. Donc, nous allons avoir les données chronologiques que nous allons entraîner dans des modèles d'apprentissage en profondeur. Comme nous avons parlé tout à l'heure, je vais rappeler quelques définitions simples, comme à savoir la définition de l'intelligence artificielle. C'est un processus d'imitation de l'intelligence humaine dont le but est de permettre aux machines de raisonner également comme des humains. Et le machine learning, c'est une technologie d'intelligence artificielle qui permet à la machine de résoudre des problèmes sans être au préalable entraîné, appris. Et le deep learning, c'est juste une technique machine learning qui utilise le réseau de neurones artificiels basé sur le principe fonctionnement des réseaux de neurones biologiques. Voici par exemple l'architecture d'un réseau de neurones biologiques qui est constitué par exemple de 3 couches. La couche d'entrée dont on fait passer les données. Nous avons maintenant les couches cachées et nous avons la couche sortie, ce qu'on doit avoir en sortie. Et dans cette architecture, il y a plusieurs opérations qui sont effectuées. Nous avons la propagation avant. Le but de la propagation avant est par exemple d'affecter les poids pondérés que nous allons multiplier avec les entrées, ajouter un biais et passer là dans une fonction d'activation. Et ici, là, comme vous voyez, nous avons dit que x ici, dans cette équation, z égale à la transposée de w des poids x plus mb et y égale f de z. F, c'est de fonction d'activation. Y, c'est la sortie de notre sortie de la couche, la dernière couche. Et ici, ça représente nos entrées. Après la propagation avant, nous avons la propagation arrière. Le but de la propagation arrière est d'ajuster les poids pondérés que nous avons afin que le modèle ait une bonne performance. Et pour effectuer cette opération de la propagation arrière, nous allons utiliser la méthode de la descente de gradient, qui est la méthode de descente de gradient que nous avons ici. Le but, c'est d'optimiser ces poids que vous voyez. Ici, là, nous avons cette expression que vous voyez, cette équation, où alpha représente la vitesse d'apprentissage, WT représente le vecteur de poids d'itération T plus 1, WT vecteur de poids d'itération T. Et comme vous voyez, nabla L de WT représente le gradient de la fonction erreur qui est donné par cette expression en équation 2. Et nous avons enfin cette équation 3. Étant donné que ici, nous allons utiliser le deep learning, nous allons utiliser un cas spécifique des modèles de deep learning, à savoir le réseau de neurones récurrents. Et ici, nous n'allons pas plutôt utiliser ces réseaux de neurones récurrents, nous allons plutôt utiliser un cas particulier aussi également de réseaux de neurones récurrents, à savoir les long short-term memory, dans les mémoires courtes, longues à court terme. Notre dataset que nous avons présenté tout à l'heure, c'est ça qui concerne les données chronologiques, les différents taux que nous avons qui dépendent du temps, bêta T, delta T, rho T.
Nous avons divisé notre dataset en deux, 70% pour entraîner le modèle, 30% pour tester. Et voici quelques résultats que nous avons décidé de visualiser, d'expliquer, parce que nous ne pouvons pas afficher les résultats étant donné que ce travail n'est juste qu'un sommaire, un résumé de notre travail. La courbe, comme vous voyez en bleu, représente nos données d'entraînement que nous avons initialement. La courbe en rouge représente les données prédictes provenant de nos données d'entraînement. Donc, on fait passer, on voit bien que notre modèle entraîne bien grâce à cette courbe bleue et cette courbe rouge. La courbe bleue qui représente les données réelles et rouge qui représente les données prédites. Maintenant, pour tester, pour voir si notre modèle, je peux généraliser bien en français ce qu'il a appris. Nous avons la courbe en vert qui est presque confondue avec la courbe en orange, car ceci nous montre que notre modèle performe très bien, mais nous n'avons pas ici un overfitting. Peut-être des personnes croyant qu'on a un overfitting, mais notre modèle entraîne et teste très bien, comme nous voyons ici. Et c'est la même chose pour celui-ci. Et ce premier modèle concernait par exemple, comment on entraînait par exemple, en utilisant par exemple notre taux d'infection, donc bêta, système de taux de guérison, donc nous avons décidé de planter juste ces deux résultats, et donc nous avons utilisé les LSTM pour faire cela. Et comme vous voyez ici, nous avons dans notre métrique d'évaluation, nous avons utilisé la moyenne de la racine carrée de la somme des erreurs. Nous avons utilisé également la racine de la moyenne de la somme des carrés de l'erreur. Nous avons aussi utilisé la racine carrée de la moyenne de la somme des carrés des erreurs de façon normalisée. Et nous avons aussi utilisé le coefficient de détermination, étant donné que notre modèle, c'est un modèle de régression. Donc, c'est très important d'utiliser ces métiers d'évaluation. Et nous voyons bien ici que ces métiers sont tellement bonnes. Par exemple, comme nous regardons, par exemple, le coefficient de détermination est à 0,98. Pour ceci, également ici 0,97. Ce qui prouve que notre modèle entraîne les tests très bien. Donc, ça signifie que plus tard, c'est-à-dire que, étant donné qu'on peut bien prédire ces différents taux, en revenant par exemple dans notre modèle, nous pouvons juste faire des prédictions sur ces taux et partir remplacer ces taux dans notre équation mathématique afin de déterminer par exemple, est-ce que dans une semaine, on peut avoir un nombre de cas, dans une semaine, on peut avoir un nombre de guéris, dans une semaine, on peut avoir un nombre de vaccinés, et ainsi de suite. En conclusion, le but de ce travail était de proposer un modèle mathématique et un modèle de deep learning pour établir la dynamique de transmission de la COVID-19 et prédire sa tendance au Cameroun. Le modèle à paramètres dépendant du temps a une très bonne performance, comme nous pouvons voir à travers nos métiers d'évaluation. Et comme vous voyez bien, nous avons par exemple une précision entre 97 et 98%. Merci pour votre aimable attention. Ok. Merci beaucoup, Romaric, pour cette présentation instructive et beaucoup riche en informations. Bon, on va juste passer à la deuxième phase des questions. Bon, si vous voulez intervenir, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à juste lever la main et je me ferai un plaisir de vous passer, de vous donner la parole. Bon, je vais pour un peu situer le contexte. D'après la présentation de Romaric, on comprend bien il fait plutôt dans les mathématiques appliquées et options sciences du vivant. Bon, j'aimerais poser une question à Romaric, bon, puisqu'il a commencé sa présentation en nous montrant directement un modèle mathématique. J'aimerais savoir s'il n'y a pas, puisqu'il fait dans la prédiction et la prévention du COVID, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres méthodes ou bien une autre méthode de prédiction que les modèles mathématiques. Et aussi, je peux dire la même chose pour le deep learning. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes de prédiction contre le COVID? Parce que en tant que mathématicien, je peux comprendre que c'est ton approche, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres approches pour faire cette prédiction? Merci, M. Tato, pour votre question. Évidemment, il y a plusieurs approches pour faire cette prédiction. Nous avons parlé de deep learning, d'autres peuvent utiliser le machine learning, d'autres peuvent utiliser uniquement des modèles mathématiques tout court, en utilisant par exemple l'approche bayésienne. Nous devons par exemple faire l'estimation des paramètres et aller juste remplacer le modèle afin de trouver le nouveau cas. Il y a tellement d'approches. Il y a les filtres de Kalman pour estimer tous ces paramètres et pouvoir maintenant déterminer d'autres choses. Il y a les estimateurs par intervalle. Il y a tellement de théories derrière tout ça. Et bon, j'aimerais poser la question, bon, qu'est-ce qui justifie ton choix? Pourquoi est-ce que
Pourquoi est-ce que tu as opté pour le deep learning ou bien pour les modèles mathématiques? OK, pourquoi est-ce que nous avons opté pour le deep learning? Étant donné d'abord que le deep learning est l'une des méthodes déjà les plus répandues au monde. Et on se pose d'abord la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons savoir également avec le deep learning. Étant donné aussi qu'avec le deep learning et avec les données que nous avons, nous pouvons avoir une meilleure précision et travailler par exemple avec des mégadonnées. Malgré que ici, nous n'avons pas les mégadonnées, mais nous essayons d'étudier le deep learning ici pour essayer de voir en termes de précision et en termes de rapidité. Et comme vous voyez bien, en termes de précision, en termes de précision, en termes de précision, comme vous voyez, le deep learning est l'une des meilleures approches que vous avez vues ici. C'est pour ça que j'ai étudié le deep learning, afin de jauger également aussi comment on dit ça, la performance de la prédiction. D'accord, bon, merci. Bon, merci pour ces réponses. Bon, on va d'abord prendre Léopold qui a levé la main, je crois, en premier. Euh, Léopold. Ah, Oui, ok. oui, déjà, mes félicitations à M. Chute pour sa présentation. Elle a été très rapide, mais elle a été très, très instructive. Je veux commencer par demander de façon simple. Qu'est-ce que j'ai vu dans les premiers slides, modèle SVIR? Ouais. Est-ce que Monsieur Chete peut nous expliquer un peu à quoi ça renvoie et la portée de ce modèle-là dans ce type de travail? Parce que j'ai pu entendre à la fin la prévision sur le nombre d'infectés, le nombre de soins, de guéris, ainsi de suite. Donc, ça m'appelle à un modèle de prévision. Donc, j'aimerais voir le rapport entre le SVR et la prévision. Et en plus, j'aimerais aussi savoir, il est vrai que le premier intervenant a parlé de la portée ou bien de la préférence d'un modèle par rapport aux autres existants en mathématiques, dans ce cas d'espèce. Mais je m'attarde plus sur le SVR. Merci. Romaric, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu as suivi les questions? Je crois que ton micro est coupé. Oh, OK, désolé, désolé. J'étais en train de répondre, mais j'ai oublié que le micro était coupé. Bon, désolé. Merci. OK. Je disais que j'espère que j'ai répondu aux questions de Tato tout à l'heure. J'espère que le micro n'était pas coupé. Oui, oui, et bon, je n'ai pas de souci. OK, bon. Je vais répondre aux questions de M. Lepaul. Il parlait du modèle SVIR. Également, ici, nous pouvons avoir plusieurs autres modèles. Maintenant, on a conçu un modèle premièrement dans le but de pouvoir combiner la modélisation mathématique avec la connaissance en profondeur. Bon, le modèle SVIR ici là, représente un peu la façon que nous avons subdivisé une population. Étant donné que nous avons besoin d'étudier la dynamique de la transmission de COVID-19, on a décidé de subdiviser notre population en quatre. C'est-à-dire que dans notre population, nous avons quatre groupes. Nous avons les susceptibles dans la population, nous avons les vaccinés dans la population, nous avons les infectés dans la population, nous avons les guéris. Et nous avons décidé de subdiviser la population en quatre. Ça pourrait être aussi également que un autre modèle pourrait décider de prendre 8 compartiments. Prendre par exemple les susceptibles, prendre les vaccinés, prendre les asymptomatiques, prendre les symptomatiques, prendre les hospitalisés, prendre ceux qu'on a mis en quarantaine, prendre ceux qui sont guéris, tout ça. Mais ici, nous avons décidé de prendre un modèle simple et complexe. Donc, ici, là, comme vous avez vu, ST représente les susceptibles à chaque instant T. BT représente les vaccinés à chaque instant T. IT représente les infectés à chaque instant T. RT représente les infectés, les guéris à chaque instant T. Maintenant, la prévision provient la prévision. C'est-à-dire qu'on a de savoir, par exemple, que, étant donné que nous avons, par exemple, les données de COVID peut-être sur 2 ans ou 3 ans, nous avons envie d'entraîner un modèle de deep learning avec ça, afin de calibrer ces taux, afin de dire que si, par exemple, sur la base des données que nous avons, par exemple, sur 2 ans, 3 ans,
qu'est-ce qui peut se passer dans 30 jours? Donc, avec ces prédictions, par exemple, avec ces modèles, si je viens ici sur les équations, voici par exemple mes équations. Voici la dynamique des infectés. Cette partie-ci, cette partie d'où il y a mon curseur représente ce qu'on appelle les nouvelles infections. Et ces nouvelles infections dépendent de bêta-T. Ça signifie que si je connais par exemple la prédiction de bêta-T, par exemple, je connais bêta-T, je prédis bêta-T peut-être pour les 30 prochains jours. Et je suis capable de vous dire que les 30 prochains jours, je vais par exemple 100 infectés ou bien 1000 infectés. C'est comme ça que la prédiction se passe. Donc, prédit bêta-T afin de prédire également ces nouvelles infections que vous voyez ici. Ça, c'est les nouvelles infections. Donc, ils proviennent de notre modèle mathématique. Et notre deep learning s'attarde sur ces taux qui dépendent du temps. Donc, ce bêta-T que nous allons prédire. Même chose ici, là, on va sur les nouveaux guéris. Donc, étant donné que si on connaît par exemple le taux de guérison, on a fait une prédiction du taux de guérison dans les 30 prochains jours. On peut savoir que dans les 30 prochains jours, on peut avoir par exemple 1500 guéris, 2 guéris ou bien aucun guéri. Et ainsi de suite. Ici, là, ça, c'est la proportion de vaccinés. À base de ceci, nous pouvons connaître que, à base des vaccinations que nous avons fait, par exemple, sur ces 3 ans, sur ces 2 mois, on est capable de connaître que, voici dans 10 jours, dans 5 jours, le nombre de nouveaux vaccinés qu'on a. Oui, merci, monsieur. Allô? Oui, oui, je vous suis. Oui, merci, monsieur, c'était pour les explications. Bon, maintenant, j'aimerais savoir, vous avez utilisé quel logiciel pour l'estimation? Est-ce que vous avez calibré? Est-ce que je veux savoir Bon, pour quand on avoir parle les de résultats que j'ai observés tout à l'heure? mais en fonction, quand on parle de calibration, ça signifie par exemple estimer ces taux. Pour commencer d'abord, nous avons essayé de discrétiser ce modèle en utilisant les équations de différence afin de trouver les différentes expressions de ces taux. Donc, ça, c'est une approximation de ces taux. À l'aide de ces approximations-ci, nous sommes capables d'avoir de façon journalière. Par exemple, nous avons par exemple les données du 1er janvier 2020, par exemple, au 31 décembre 2021, de façon journalière. C'est qu'à base de ces données journalières, nous sommes capables de vous donner de façon journalière la proportion de vaccinés chaque jour du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Même chose aussi pour les bêta-T qui représente le taux d'infection, même chose aussi pour les delta-T qui représente le taux de guérison. Et en fonction de ça, vous allez voir que nous avons donc, par exemple, les données chronologiques. Ça devient dans les séries chronologiques, les séries temporelles. Et la meilleure façon d'approcher les séries temporelles en utilisant le deep learning pour l'apprentissage pour connaître et utiliser les réseaux de neurones de concurrents. Bon, étant donné, pour savoir si ce modèle a vraiment bien appris, comme vous avez vu ici sur les courbes, nous avons décidé de prendre 70% pour entraîner le modèle et 30% pour tester vraiment la performance du modèle pour voir si le modèle peut généraliser. 70%, c'est qu'on entraîne avec des données qu'on met dans le modèle. 30%, c'est des données qu'on laisse comme ça là, sans utiliser dans le modèle que vous connaissez. Et après, maintenant, les 30% qu'on n'a pas mis dans le modèle, on essaie de voir est-ce que le modèle peut reconnaître ça. Et c'est exactement comme vous voyez dans cette courbe ici. Parfait, dans la courbe en vert représente normalement les données qu'on a gardées pour tester. Et la courbe en orange représente ce que le modèle a prédit à base des observations qu'on a données. Et on voit vraiment que les deux sont presque en corrélation. C'est pour ça que si vous voyez bien ici, le score 2, le coefficient de détermination, ou bien encore le coefficient de corrélation, si je ne me trompe pas. Oui. Vous allez voir que c'est à 0,98 et 0,97. Ça signifie que c'est presque parfait. Donc, et si on a fait une bonne prédiction des taux, ça signifie qu'on a fait une bonne calibration du modèle. Donc, si les taux sont bien estimés, bien prédits, ça signifie que le modèle est en train d'être bien calibré. Ça signifie donc on peut faire des prédictions très bonnes prédictions avec ce modèle. Oui, nous sommes très d'accord avec l'appréciation du coefficient de corrélation. Mais j'aimerais savoir quelle est la marge de robustesse du modèle. À quel niveau vous avez vous avez testé la robustesse du modèle? Pour parler de robustesse, on peut parler de quoi? Je suis comprends bien le terme pour parler un peu de robustesse. Robuste en termes de quoi? Bon, la robustesse peut se voir en termes d'ajout des variables et la robustesse peut se voir en termes dans d'autres variables qui peuvent modifier susceptibles de modifier les résultats que vous avez. Je ne sais pas, peut-être
avec d'autres zones, parce que vous menez l'étude au niveau du Cameroun, c'est ça? Ouais. Bon, Donc, ok. En termes de robustesse, parce que ce travail était un peu inspiré de notre travail fait par exemple par le chinois. La robustesse provient plus précisément plutôt dans le modèle mathématique. Par exemple, il y a certains modèles mathématiques que, par exemple, si vous allez voir que il y a tous les paramètres sont, par exemple, que dépendants du temps. Et il n'y a pas, par exemple, donc on suppose, par exemple, que la population est fermée. Donc, par exemple, la population est constante. Donc, on considère une population constante. D'où il n'y a pas, par exemple, ces recrutements, il n'y a pas, par exemple, ces mortalités. On néglige tout ça. Donc, il n'y a que les flèches, il y a que les flèches qui entrent là. Il n'y a pas les flèches, par exemple, qui vont dire, par exemple, c'est pas celui des flèches sortantes. C'est vrai que le modèle peut être encore plus amélioré. Mais ici, pour un premier travail, nous avons décidé de prendre 4 compartiments. On peut encore décider d'augmenter les compartiments, augmenter les taux et redéfinir le modèle. Mais le but ici, là, c'était un peu de prendre d'abord le modèle sur forme, par exemple, de population qui varie, donc population non constante. Donc, c'est un peu comme ça. Je ne sais pas si c'est tellement lourd, mais nous avons aussi décidé Participant. d'améliorer. Nous avons décidé d'améliorer un peu comme ça. Là. Mais dans un futur travail, donc, je me suis seulement arrêté. J'ai pris, par exemple, j'ai considéré 8 variables. Mais je me suis arrêté parce qu'il y avait un problème de données pour continuer. Mais j'avais fait plus les études de mathématiques. J'attends, je cherche seulement les données, par exemple, d'un bon pays, d'un pays qui a pas donné biaisées, pour essayer de refaire et tant encore de façon large le modèle. d'accord, parfait, parfait, merci beaucoup. Et merci Léopold pour tes questions. Bon, moi, j'aimerais revenir bon, sur un commentaire de Léopold tout à l'heure. Bon, concernant l'application, tu as dit tu fais la prévision, bon, pas la prédiction dans le cas, bon, pour le Cameroun en tout cas. Bon, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui marque le fait que ça soit bon, que ce modèle fonctionne au Cameroun. Je sais pas, ce sont les données que tu as ou bien c'est la conception du modèle. Bon, maintenant, ce modèle, pour que ça marche d'abord au Cameroun, il faut d'abord qu'on essaie de récolter, il faut d'abord qu'on a les données sur ces variables au Cameroun, donc, par exemple les vaccins infectés et les guéris. Et il faut d'abord qu'on ait ces données. Maintenant, pour savoir si ça peut marcher aussi ailleurs, il faudrait aussi que, par exemple, on ait aussi les mêmes informations en fonction des données. Donc, pour que ça marche, ça dépend que des données. Et je pense que ce modèle peut marcher partout en Afrique subsaharienne, d'où qui est un peu le même contexte camerounais. Maintenant, si on partit à l'étranger ou les pays comme la France, on veut ajuster maintenant certaines variables qui correspondent normalement à la France. Donc, on peut par exemple avoir des valeurs, par exemple, comme on voit les taux constants. Étant donné qu'on peut prendre tous les taux d'un modèle comme paramètre dépendant du temps, il faut toujours qu'on connaisse au moins certains taux. Au moins, il faut qu'on connaisse, même si on connaît pour le reste, on peut prendre un modèle dont on connaît tous ces taux. Donc, il faut par exemple qu'on essaie d'avoir un modèle dont on connaît certains taux et décider d'estimer d'autres taux. Donc, ça dépend aussi des données, en grosso modo, ça dépend des données. Et je suis sûr qu'avec l'entraînement de ce modèle, quel que soit le pays qu'on prend avec ces données et qu'on essaie juste de trouver le même modèle de deep learning dans les mêmes paramètres de notre architecture de réseau non récurrent, ça va marcher. Ok. Donc, ça dépend des données. Et bon, je vais passer la parole à d'autres participants. Bon, je crois que Patrick avait levé la main tout à l'heure, mais actuellement, sa main est baissée. Bon, je vais juste prendre la question de Régine. Si elle m'écoute la parole, et à elle. Yeah. Salut. Je crois que c'est bonsoir, non? Bonsoir à tous. Bon, merci Romain pour la présentation. C'est vrai que je suis pas arrivé au début, je suis arrivé pratiquement à la fin, mais au vu des différents échanges, je crois que j'ai pu capter quelque chose quand même. Bon, merci quand même. Bon, ma question, je sais pas si c'est une question remarque, et elle est un peu à trait avec avec ce que Léopold et Steve ont déjà dit. Mon problème, c'est le suivant, en fait. Premièrement, nous sommes d'accord qu'il y a plusieurs façons de faire cette prédiction, n'est-ce pas? Pourquoi, Normalement, pourquoi ne pas pour pouvoir vanter ou bien montrer que ton modèle a une plus-value, pourquoi n'as-tu pas fait un travail de comparaison? Par exemple, avec un ou deux autres modèles mathématiques, un ou deux autres modèles de deep learning ou de machine learning, ou un autre modèle qui fait aussi dans la combinaison.
comme toi tu as fait. Et de Je pense. deux, là c'est de un. Et de deux, pourquoi n'avais-tu pas fait la validation croisée au lieu du test et uniquement du test et du train? Il est vraiment très limité, elle est vraiment très limitée cette méthode actuellement. Je suis pas très sûre parce que quand j'ai vu ton R qui est à 98% là, car ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Très peur même en fait. C'est un peu comme si tu me disais si un modèle est à 100%, ça veut dire que ton modèle est parfait. Or, mathématiquement, ça veut dire que ton modèle est faux. C'est faux. Donc, si tu es à 95%, c'est tolérable, mais 98 que j'ai vu et le test qui est à 97, c'est vraiment trop énorme. Je sais pas si tu pourras un peu me dire quels sont les paramètres que tu as eu à mettre à l'intérieur pour pouvoir vraiment avoir ce type de truc. Et as-tu mis en compte qu'il y a une corrélation entre tous ces éléments ou alors ils sont juste pris de manière indépendante? Et aussi, dans tes paramètres, tu as dit que tu as pris quatre éléments vaccinés, infectés et je sais trop quoi les deux autres. As-tu pris en compte le facteur climatique? Est-ce que ces données proviennent, parce que comme Steve a dit, est-ce que ces données proviennent vraiment du Cameroun? S'ils proviennent du Cameroun, ça veut dire que ton modèle est uniquement adapté camerounais. Parce que je pense pas qu'il peut être généralisé. Parce qu'il va encore falloir prendre en compte le climat qui est peut-être dans la zone Europe ou même dans la zone asiatique, je sais trop quoi. Je sais pas si tu peux essayer de me répondre un peu à toutes mes préoccupations. Je sais pas si ce sont les préoccupations ou ce sont les remarques ou ce sont les questions. Je sais pas trop comment les appuyer. Ok, Régine, merci pour tes questions et tes remarques très pertinentes. Concernant, premièrement, la première question sur le modèle de comparaison. Bon, étant donné que ça, c'est un travail de master, de but après, en perspective de ces travaux, c'était de vraiment faire d'autres modèles et faire vraiment des comparaisons parce que le but, c'était d'abord vraiment d'utiliser le deep learning et voir comment, avec le deep learning, les résultats qu'on peut avoir. C'est vrai qu'il faut toujours faire des comparaisons par rapport à d'autres modèles en utilisant d'autres approches. Mais ces travaux n'ont pas encore été faits dû à certains problèmes. Peut-être que dans le modèle que je veux, par exemple, étendre, d'où j'ai pris, par exemple, plus de compartiments, je vais, par exemple, utiliser plusieurs approches. Je vais utiliser cette approche, utiliser encore d'autres approches et faire des comparaisons. Maintenant, concernant le fait que tu as demandé qu'on utilise la validation croisée, je pense qu'on utilise souvent la validation croisée, si je ne me trompe pas, lorsque le modèle ne performe pas très bien et on essaie de voir comment on peut améliorer les performances du modèle ou bien lorsque le modèle apprend trop. Bon, ici, là, je n'ai pas ressenti l'urgence ou bien, comment je dire ça, d'utiliser la validation croisée pour pour voir si mon modèle performe très bien ou bien s'il n'y a pas un affectif. Mon modèle calibré déjà ici là très bien et j'avais déjà des très bons scores. Concernant le fait que le coefficient de détermination R carré, le coefficient de corrélation ajusté est à 0,97, 0,98, c'est pas forcément faux. Je suis en train de faire, comprendre bien comment mon travail évolue. L'équipe d'une discrétisation, l'équipe d'un modèle mathématique, comme tu vois ici. Ensuite, après le modèle mathématique, j'ai ces équations, donc il fait une discrétisation. Donc, j'utilise par exemple, la différence finie d'ordre 1 simplement pour avoir cette taux. Regardez bien que ça ne peut que performer bien, étant donné que si par exemple on a un bon modèle avec les bons paramètres, hyperparamètres, tu peux m'avoir même 99%. Et c'est possible, il y a eu plusieurs travaux, plusieurs personnes chez le résultat. Regardez bien que cette taux, les valeurs de cette taux dépendent des données que nous avons sur les vaccinés et les infectés et les guéris. Donc c'est normal que si on vient par, c'est normal que le modèle performe très bien. Bon, peut-être après, tu vois par exemple encore d'autres questions, j'attends les questions. Bon, je voulais t'expliquer le fait que, on a les données sur les vaccinés et les infectés, mais à base de cette donnée, on essaie de reporter les données sur les proportions des vaccinés, les taux d'infection, les taux de guérison. Et on essaie maintenant de passer cela dans un modèle de réseau non récurrent. Donc,
Et comme tu as dit, c'est 98%. Ce n'est juste pas lever le matin ou bien pour avoir 98%. Parce qu'il me rappelle que quand j'ai commencé à intégrer ce modèle, il y avait même 10% et j'avais même parfois le R carré négatif. Donc, le problème souvent, c'est qu'en recherche, quand on voit par exemple que on a par exemple 98% ou bien 95%, on croit qu'on s'est levé du matin au soir, on a eu ces 98%. Or, c'est un travail de 2 ans. Après 2 ans qu'on a eu 98%. Ce n'est pas comme si je me suis levé, c'est sorti directement 98%. Est-ce que dans tous les cas, ça va sortir 98%? Non. C'est parce que je me suis rangé à trouver les hyperparamètres de mon modèle, de telle sorte que le modèle puisse donner une très bonne performance. Je ne me suis pas levé le matin comme ça. Là, et tu sais bien qu'il n'y a pas encore une méthode de façon mathématique qu'on peut expliquer pourquoi j'ai pris, par exemple, tel nombre de neurones, pourquoi j'ai pris tel nombre de couches. Donc, ça va de cette façon aléatoire que vraiment, c'est un peu bizarre de le dire. Qu'on trouve un peu, la plupart des cas, et c'est le problème qu'on rencontre aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, en machine learning, on se pose la question, combien de neurones tu as choisi? Pourquoi tu as choisi le learning avec ça? C'est un problème qu'on a de façon générale. Et parfois, quand on se trouve avec 98%, 95%, souvent par hasard, on ne sait pas pourquoi ça arrive comme ça. Mais ça peut un long temps, après, c'est pas une longue période de travail qu'on obtient ça. Ce n'est jamais du premier coup. Le premier coup, tu vois même 10%. Tu vois même, par exemple, une décorrélation. J'ai eu des décorrélations avant d'arriver à cette performance. Je ne sais pas si, par exemple, tu as d'autres questions bien. Je ne sais pas si je suis expliqué normalement. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. OK. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Patrick, peut-être. Patrick, est-ce que tu as des questions? Parce que tout à l'heure, j'ai cru voir ta main. Je ne sais pas. Non, je n'ai plus de questions. En fait, la plupart des questions que Léopold a posées contenaient également les préoccupations que j'avais. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai baissé ma main juste, juste après. OK, OK. Bon, je pense que Léopold a encore une question. Bon, des questions, une question. Euh, pas, pas de questions cette fois-ci. Mais j'aimerais demander à M. Chete de faire un peu en plus. Bon, il a confirmé la règle en disant que c'était un travail de master. Bon, là, on se comprend parce que là-bas, c'est comme si on faisait le premier pas dans la recherche. Mais toujours est-il, il faut essayer de voir ce que les autres ont produit dans d'autres aires géographiques sur le thème, quoi. Parce que quand, tout à l'heure, même quand Régine parlait, revenait encore sur le R carré, c'est vraiment très surprenant d'avoir cela dans un travail comme celui-là. Encore plus aléatoire parce que quand on parlait de COVID-19, ce n'est pas, même si aujourd'hui on a dit ça va, c'est passé, mais c'est pas quelque chose qui tient avec la certitude, quoi. C'est trop, c'est aller dans tous les sens. Donc, présenter un travail avec un R carré proche de 1, ça vous cloue, hein. Ça vous clôt directement. Donc, essayez un peu de voir avec d'autres travaux qui ont été réalisés un peu ailleurs pour voir si eux aussi ils arrivent à des conclusions aussi proches, aussi linéaires. Parce que moi, je dirais linéaire. Avoir un travail à 0,99, c'est linéaire. C'est plus c'est ça. Mais j'apprécie vraiment le travail de fond. C'est tout ce que j'avais encore à dire. Merci. OK. Merci beaucoup, M. Léopold. Merci beaucoup. Et d'accord. Bon, si moi aussi je veux un peu contribuer plutôt du côté de Romaric, bon, c'est vrai, on a fait le master ensemble et bon, je connais un peu bien ces travaux-là. Et je peux certifier que ce travail, bon, c'est des prédictions et ce sont des prédictions à court terme. Bon, c'est-à-dire peut-être pour une trentaine de jours ou bien maximum une trentaine de jours. Et là, je peux rassurer, d'après les résultats qu'il avait eus, ça concordait bien avec les prédictions pour le cas du Cameroun particulièrement. C'est vrai, ce travail n'a pas vraiment encore été valorisé dans ce sens-là, mais de ce côté-là, je peux assurer que ce score, bon, c'est, c'est- il a obtenu ce score après avoir beaucoup travaillé. Et ça correspondait un peu, ça correspondait aux résultats et aux prédictions
bon, des autres travaux, ou bien concernant la revue de littérature que nous avons présentée. C'est juste ce que je veux dire. Bon, finalement, Patrick a une question, bien remarque. Patrick, on Ah te... oui, finalement, j'ai une question. En fait, c'est juste parce que on est revenu sur le premier slide. Je lisais encore le titre. Je me suis rendu compte il y a le mot prévention à l'intérieur. Et on a beaucoup parlé de prédiction. Je ne sais pas si Romaric a des suggestions concernant la prévention, parce que je crois qu'il disait, sur toutes les questions qu'on a posées, les réponses étaient plutôt basées sur comment est-ce qu'on prédit les nombres d'infectés, guéris, etc. Est-ce que son modèle peut donc nous donner des attitudes, par exemple, à adopter pour se prévenir de certaines explosions d'infections, je ne sais pas, un truc dans ce sens. Merci, merci Ignadjo. En réalité, comme parlement de prévention, la prévention se fait après la prédiction. En réalité, la prévention, c'est d'essayer de voir est-ce que comment on peut limiter ici, par exemple, que si après d'avoir fait une prédiction, après avoir entraîné le modèle, on fait perdre une prédiction à court terme, période sur les 20 prochains jours, tant que on voit par exemple qu'on peut quitter, par exemple, je ne sais pas si c'est 1000 cas à perdre 10 000 cas. On essaie de voir que, bon, comment on va quitter les 1000 cas à 10 000 cas là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que, par exemple, il y a un taux là-bas qu'il faut, par exemple, qui doit chuter ou bien qui doit augmenter? Et pour que le taux là chute, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on mette les gens en quarantaine, ou bien il faut qu'on emporte le cash, ou bien il faut qu'on augmente la vaccination ou pas. Donc, c'est un peu dans le contexte qu'on parle de prévention. Donc, comment limiter les cas et ça a plus un impact sur les taux. Donc, si tu par exemple les 10 000 je sais pas, les 10 000 à 50 000, c'est un peu trop, ça devient un peu beaucoup. Donc, on essaie de voir comment on peut limiter ça. Et pour limiter ça, qu'est-ce qui doit changer le modèle? Il faut que par exemple, que tel taux, si on baisse par exemple le taux 6, si bien sûr le taux, si on manque, si le taux de vaccination manque, est-ce que ça va baisser par exemple, comme on doit avoir 40 000 cas là? OK, pour que ça baisse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on augmente la vaccination. Il faut qu'on garde les gens à la maison. Il faut que, je sais pas, un peu comme ça là. Ok, peut-être pour ajouter quelque chose, est-ce que tu as fait l'étude de ce que tu es en train de dire déjà, ou c'est juste ce qu'on doit normalement faire? Ma question c'était, est-ce que tu as fait ces études-là afin de pouvoir peut-être ressortir le fait que la quarantaine est une solution qu'il faut adopter? Parce que je me rappelle, je crois que j'avais un ami qui étudiait également dans ce domaine-ci, et puis ses résultats nous disaient que la distanciation sociale n'a aucune importance dans la propagation du virus. C'est que déjà, maintenir la distanciation sociale n'apporte rien de plus. Donc, ça nous aide pas, par exemple, à réduire le nombre d'infections, etc. Donc, c'était un résultat un tout petit peu surprenant. C'est la raison pour laquelle je pose la question, est-ce que tu as mené des études dans ce sens-là pour vraiment donner des réponses palpables? Non, pas encore. Mais de façon, grosso modo, comme il expliqué, c'est un peu comme ça, dans ça, qu'on peut partir. Mais je Ok, n'ai pas exactement implémenté ça. ok, Mais ok. Ok, excellent. Thank you. Merci. Bon, si je veux intervenir sur ta question, Patrick, bon, j'aimerais dire bon, que les résultats de ton camarade c'est quand même surprenant parce que c'est quand même surprenant et c'est aussi compréhensif parce que dans certains pays, juste après la COVID, juste après le déclenchement de la COVID-19, ils ont jugé que c'était pas nécessaire de se confiner. Et ils ont décidé de déconfiner la population dans le but de bon, faire en sorte qu'ils s'immunisent euh, naturellement, et ça a marché. Et dans d'autres pays, contrairement aux résultats attendus, ça n'a pas marché. Bon, bon, je pense que les résultats de ton camarade, c'est surprenant et c'est compréhensif, mais c'est pas un truc bon, qu'on peut affirmer que ça marche ou pas, parce que ça dépend notamment des pays, du climat ou bien de l'environnement de vie de la population. Ok, merci beaucoup. Bon, je ne sais plus, est-ce qu'il y a encore des questions? Peut-être une question, je ne sais pas. Romaric, avec ton étude, est-ce que
est-ce qu'au Cameroun, on avait finalement atteint le point d'équilibre? Après, tu as trouvé des points d'équilibre et tout. Est-ce qu'on avait atteint le point d'équilibre ou est-ce que tu as une idée par rapport à ça? En réalité, on étudie les points d'équilibre que vous avez vu là, c'est un peu de façon analytique. Je ne sais pas, par exemple, parce que sur les courbes, on ne voit pas, on ne voit en réalité pas forcément les points d'équilibre. On ne voit pas les courbes pas forcément sur les points d'équilibre parce que pour voir le point d'équilibre, ça peut peut-être apparaître, c'est pas après que la match a fini. Bon, pour les équilibres là, je ne pense pas qu'on voit ça comment on dit ça? De façon graphique, donc, comme on visualise. Donc, par exemple, pour essayer, par exemple, quand on utilise par exemple le point d'équilibre, c'est un peu d'essayer de voir comment, par exemple, le R0 là, avec les différents paramètres là. Comment on peut, par exemple, faire pour le R0 là, ça peut être inférieur à E. Et on sait, parce qu'on sait que le R0 est inférieur à 1, on sait par exemple la maladie va disparaître. Donc, le but, c'est de savoir comment on peut faire pour minimiser ça, le seuil là, mettre ça petit que 1. Et on sait que quand le seuil est petit que 1, forcément, la maladie va s'éteindre. Mais de façon graphique, apparemment, tu parles, je ne sais pas si de façon graphique, graphique que tu parlais. Je n'ai pas encore vu, personnellement, comment on essaie un peu de regarder le point d'équilibre sur la courbe. Donc, le point d'équilibre même, donc, comme tu as vu. Parce que quand tu vois, par exemple, le point d'équilibre ici, nous sommes, par exemple, en dimension simple. Donc, je ne sais pas si on voit, c'est difficile, c'est facile de voir ce point d'équilibre. Nous sommes en dimension 4. Je ne sais pas si on voit le point d'équilibre en dimension 4. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a 0, 0, on va pas entendre le plan, mais ce n'est pas le plan en tant que tel, étant donné que on représente chaque courbe à part, S à part, S et à part. C'est vrai qu'on peut décider de faire une étude peut-être 3D, ou bien, je ne sais pas si on fait le graphe 4D, n'est pas encore vu. On peut essayer de voir. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a du public. Ouais, on se comprend un tout petit peu. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, je vois certaines personnes nous ont rejoints. Je ne sais pas si Samuel ou Netting, est-ce qu'ils ont des questions? Non, apparemment, non. Bon, une fois de plus, merci à Romaric pour cet exposé enrichissant. Et merci également à vous tous pour votre attention et votre participation active. Nous espérons que vous avez trouvé cette discussion intéressante, stimulante, bon, comme nous. Et nous vous donnons rendez-vous pour nos prochains événements, notamment dans 2 semaines pour un prochain exposé. Bon, d'ici là, vous prenez juste soin de vous. Je vous remercie.